Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. À mes côtés aujourd'hui pour présenter cette émission, Thierry Châtelier et Nicolas Guiraud. Bonjour messieurs. Bonjour Eric. Et nous accueillons aujourd'hui Frédéric Clément, qui fait partie du patrimoine sportif charentais, footballeur pendant de longues années, désormais entraîneur à Moutier, mais aussi golfeur, tennisman. Beaucoup de sujets à évoquer, ça va être l'objet de l'interview. Jingle, bonjour Fred quand même. Bonjour messieurs. Alors Frédéric, Moutier est allé s'imposer 1-0 à rouler ce week-end et occupe la cinquième place du classement de D1. Est-ce que l'entraîneur il est satisfait? Oui, bah forcément quand on gagne je suis satisfait. Après on est sur une petite série de 3 victoires d'affilée qui nous fait du bien. On a été gagné dans un derby à rouler, donc forcément qui nous avait battu à l'aller, donc on avait à cœur de prendre notre revanche qu'on a fait. Le score, je pense, aurait pu être beaucoup plus large. On avait été beaucoup moins maladroit, mais bon, on est content d'avoir pris les 3 points, ça nous fait du bien. Donc oui, je suis satisfait de ce que donne l'équipe en ce moment. Et les résultats, c'est une chose, mais aussi la qualité du jeu qu'on produit. Donc on est plutôt dans une bonne dynamique, on va dire. Frédéric, avant d'être entraîneur, vous avez été joueur très longtemps. Je crois que ça fait presque 45 ans de football, non, pas loin, depuis 40 ouais. Mmh. Depuis les débuts à La Rochefoucauld, on vous a surtout connu sous le maillot d'Angoulême, où vous avez joué de longues années. Oui. Vous avez démarré à 17 ans, je crois, en équipe première en 1995 face à Fréjus, vous m'avez dit. On a retrouvé l'article de Charente Libre dans les archives qu'on voit à l'écran. Ouais. Je cite les mots de l'excellent Christophe Hénard, qui écrivait ce jour-là. Entré à l'heure de jeu, c'est le petit Frédéric Clément, même pas 18 ans, qui a offert le but de la victoire à Christophe Forest. Super souvenir, vous me disiez en préparant l'émission? Ah oui, super souvenir. Bah forcément, mon premier match avec l'équipe première, j'étais pas censé en plus faire ce match-là entre guillemets parce que c'était, si je me trompe pas, je crois que c'était le 2e match de championnat. Et le premier match s'est joué à Ajaccio et on avait perdu 4-3, je crois. Et l'équipe avait pris 2 cartons rouges, donc forcément il y avait des places qui s'étaient libérées. Classique à Ajaccio. Classique à Ajaccio, qu'on prenne des cartons rouges, ouais, parce qu'eux ils en prennent jamais. mais du coup, voilà, on était 3 gamins de 17 ans. Il y avait Rudy Perron, il y avait Jean-Cédric Maspimbier et moi. On était les 3 gamins à avoir intégré le groupe. Et puis forcément, on a eu besoin de nous. Donc super souvenir parce que déjà d'être dans le groupe, c'était une bonne chose. Alors en plus de rentrer, encore une chose. Et de faire une passe décisive sur le but, voilà, ça pouvait pas être mieux, je pense, pour un premier match avec l'équipe. Ouais. On ne va pas feuilleter tout l'album à souvenirs parce qu'il y en a énormément, ça prendrait des heures. Il y en a forcément un autre qui a marqué des milliers de Charentais, c'est l'épopée en Coupe de France en 2003, qui s'est fait en quart de finale au tir au but face au Grand Auxerre de Guiroux à Poitiers. On a une petite vidéo à vous montrer, on regarde. Vous avez réussi quand même une bonne performance contre Auxerre. Que faut-il faire maintenant pour trouver l'ouverture? C'est sûr qu'on a baissé un peu physiquement à la fin, donc il faut surtout faire attention dès le début de la deuxième mi-temps, rester vigilant et puis essayer de jouer les coups à fond, mais c'est vrai que c'est dans la tête que maintenant ça va jouer, quoi. Vous avez presque pas changé, Frédéric? Ouais, j'ai eu quelques... j'ai eu quelques excès capillaires quand j'étais à l'époque. Voilà, les cheveux ont souffert. Mais bon, à l'époque, ça passait bien. Hein. Quel souvenir vous gardez de ce jour-là face à cette équipe d'Auxerre? De ce jour-là, alors c'est un peu un souvenir mitigé. Autant pendant de longues années, je me disais que c'était un bon souvenir. Et puis au final, je me dis mince, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de re-regarder le match. Ah oui. J'ai regardé le match. Je l'ai montré à mes enfants, mes filles, et finalement, j'avais un peu les boules parce qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions et on a, je pense, la possibilité de gagner contre cette équipe-là. Après, ça joue au tir au but. Voilà, mais après, ça reste quand même un beau souvenir. Vous aviez quand même dépassé près de 10 000 Charentais à Poitiers, hein, je me souviens. Voilà, et puis en plus, avant, on avait éliminé Guingamp de Drogba et Malouda. Ouais, le banc. Moi, c'était mon 2e quart de finale parce que j'avais aussi joué celui de 99 contre Nîmes. Oui. Alors, à Poitiers déjà. À Poitiers, voilà. Ouais. J'étais remplaçant, mais j'étais rentré une quinzaine de minutes à la fin. Bon, là, j'avais vraiment participé à l'épopée complète, donc ça reste un souvenir très mémorable et aussi une saison très mémorable, tant collectivement que personnelle aussi, parce que j'avais plutôt réalisé une bonne saison et c'était aussi une année très, très, avec un bon souvenir en tout cas. 20 ans plus tard, après être passé notamment par Cognac et Soyaux, vous entraînez donc Moutier et Poitiers. Vous entraînez donc en première division de Moutier, donc, où vous jouez encore. De moins en moins. De moins en moins. C'était une vocation de coacher? Oui.
Oui, c'était une vocation parce qu'il faut savoir que même l'année de la quart de finale de Coupe de France contre Auxerre, j'étais déjà entraîneur à Moutier. Mais j'étais en binôme avec Ludovic Nanglard, qui est aujourd'hui entraîneur de l'INAR. On était tous les deux. Je venais, voilà, c'est ma commune, j'habite à Moutier. Je connais très bien le président Pierre Desvages depuis très longtemps. Et j'allais régulièrement les voir jouer. Et puis c'est de fil en aiguille, il m'a demandé si je pouvais accompagner le coach. Je l'ai accompagné pour une saison et demie. Ça s'est plutôt très bien passé. Mais oui, j'avais cette vocation-là. C'est quelque chose qui me plaît de transmettre et tout ça. Et puis quand l'occasion s'y est présentée, en plus c'était à Moutier... maintenant, ça fait 8 ans que je suis dedans, donc ouais, c'est une passion aussi. Le rôle de coach, c'est une passion. Ouais. Et donc, le joueur que vous êtes encore à Borest J'essaye. Après, j'ai vu votre nom dans le classement des buteurs de Charente-Libre. Oui, ça m'arrive. Heureusement qu'il y a des coups francs, on va dire. Mais forcément, je suis passionné par ce sport-là. Et puis, c'est mon sport, entre guillemets. C'est celui où j'ai le plus gambadé. Et puis... voilà, avec l'âge, il y a un peu d'expérience qui est là. C'est difficile d'être coach et d'être entraîneur en même temps. J'essaye de m'en détacher, même si ce n'est pas forcément la volonté de tout le monde dans le club, parce que le président me demande tous les week-ends si je vais jouer, mais je lui dis que non. Voilà, je pense que c'est plus mon rôle de jouer. Quand je joue, j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est difficile parce que j'ai le sentiment de négliger ma partie de coach, et ça me dérange. Parce que malheureusement, j'ai pas... quand je joue, j'ai un rôle de joueur. Et c'est difficile pour moi de prendre du recul sur ce qui se passe pendant le match, les changements à faire. Des fois, j'oublie. Enfin, je suis dans mon truc. Et puis, j'ai pas le même tempérament aussi quand je suis joueur que quand je suis coach. Donc, voilà, je suis plus impulsif quand je suis joueur parce que je suis en plein dedans. Donc, voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour aider l'équipe, mais j'essaye surtout de ne pas m'y mettre quand je peux pas m'y mettre. Voilà. Bon, vous fixez une limite, justement c'est mon corps qui me fixe les limites, surtout le lundi matin. J'ai la passion, j'ai envie de jouer. J'ai 45 ans, mais j'ai envie de jouer, j'aime ça, j'aime jouer au foot. Des fois, quand je joue 20 minutes, quand l'arbitre siffle la fin du match, je suis dégoûté parce que j'aurais bien joué 25 minutes ou 30 minutes. Mais j'essaye quand même de me dire, voilà, t'as joué, c'est bien. Ce qui m'embête beaucoup, et c'est là où j'ai beaucoup de mal, c'est de prendre la place de quelqu'un. J'ai des gamins de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Même si des fois, je sens que je pourrais peut-être... en toute humilité, mais peut-être apporter un plus à l'équipe. Je me dis, c'est pas grave, le gamin, il est là, c'est à lui de jouer. Moi, j'ai vécu, voilà. J'ai du mal avec ça, à me faire jouer. Et puis, c'est vrai que le fait que mon président me dise toujours, ça serait bien que tu joues. J'ai quelques joueurs qui me disent, ouais, mais quand tu es avec nous, ça nous fait du bien. Je me dis que non, finalement, ça fait pas du bien. Moi, ça me fait pas forcément du bien non plus parce que je prépare pas les matchs de la même manière, je prépare pas les choses de la même manière. Et j'ai vraiment pas envie de négliger mon rôle d'entraîneur parce que c'est un rôle important. Et même si je me sens des fois un peu frustré en disant je pourrais peut-être aider, mais non, je suis bien, je pense, où je suis, et c'est dans ce rôle-là qu'il faut que je continue si je dois continuer dans le foot. Joueur, je le ferai peut-être une fois de temps en temps, remplaçant et filer un coup de main si vraiment il y a besoin, mais c'est vraiment la dernière roue du carrosse, on va dire. Voilà. Alors, on va laisser un peu de côté maintenant le volet foot, ouais. Parce qu'en 2012, vous stoppez votre carrière pendant 2 ans, et vous vous consacrez au tennis. On a une photo à vous montrer. Une photo d'époque. Ouais, tout à fait. Et vous atteignez le classement de 4-6. Pour les néophytes, ça vous situerait parmi les 15 meilleurs tennisman charentais sur 1800 licenciés. C'est une autre passion. Oui. Et vous continuez à jouer ? Alors là, depuis quelques temps, non. Là, je vous avoue que le confinement a un peu cassé le rythme. C'est un sport que j'aime beaucoup, qui me manque un peu parce que du coup, ça doit faire 6 mois à peu près que je n'ai pas joué au tennis. Et je regarde ma raquette et je me dis que ce serait bien que je la ressorte. Parce que c'est un sport que j'aime bien parce que c'est un sport assez intensif. J'aime beaucoup les sports de raquette, les sports de précision, les sports de balle. C'est plutôt des sports qui me plaisent. Et j'ai trouvé dans le tennis... cette notion un peu de sport individuel mélangée un peu avec du sport d'équipe parce que j'ai fait partie de quelques clubs en Charente. Il y a les championnats interclubs. Ouais, et c'est ce que je préfère. Ouais. Voilà, j'aime les championnats par équipe, on est 3 ou 4 de l'équipe, on joue contre 3 ou 4 de l'équipe et j'aime cette notion de partage. Même si ça reste un sport individuel, on a notre performance qui va amener quelque chose à l'équipe. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les tournois individuels de tennis. C'est-à-dire, je viens, je fais mon match, je rentre chez moi, je reviens le lendemain si j'ai gagné, je refais mon match. Ça, j'ai un peu de mal, je prends pas forcément beaucoup de plaisir. Moi, j'aime le partage, j'aime le sport d'équipe malgré tout. Mais là, les beaux jours arrivent. Je pense que je vais ressortir la raquette d'ici peu de temps. Alors, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Je le fais souvent entre midi et 2 parce que mon emploi du temps personnel et professionnel me permet d'être libre à ce moment-là.
Mais il faut trouver un adversaire pour jouer entre midi et 2. Il faut trouver une personne avec qui ça convient. J'ai 2 ou 3 potes avec qui on arrive à se caler. Mais bon, on a tous des obligations personnelles et professionnelles, donc c'est toujours difficile. Mais j'espère, dans les beaux jours qui arrivent, ressortir la raquette. Bon. Et vous êtes plutôt Federer, Nadal, Djokovic ou Benoît Paire? Fred Clément. Pas d'idole. Alors l'idole, j'ai pas forcément d'idole. J'aime beaucoup Federer forcément, mais j'aime Nadal aussi pour sa grinta. J'aime... à toute proportion gardée, je me considérais un peu comme Ferrer, l'Espagnol, à courir un peu partout. Voilà, je suis un peu de ce genre-là parce que les footeux... A jamais gagné un tournoi? Ah si, si quand même ça m'est arrivé. Non, si ça m'est arrivé. Moi je parle pour Ferrer. Ah, pour Ferrer, mais non, ça m'est arrivé. J'ai gagné même le championnat individuel ici. Ça m'a permis d'aller à Royan pour me qualifier pour les championnats de France. Mais ouais, je suis plutôt pas un joueur très, je vais pas dire très élégant dans la technique ou des choses comme ça. Je me suis amélioré bien évidemment techniquement parce que pour arriver à un certain seuil de classement, il faut s'entraîner. Mais ce qui fait beaucoup la différence, c'est le physique. Et le footeux est casse-pied pour les tennisman parce qu'il n'est jamais battu. Et moi, ma devise, c'est jamais de rebond. Donc, un peu pitbull, quoi. Exactement. Mais après, je suis plutôt un attaquant. Un bon défenseur aussi, un relanceur. Voilà, je suis plutôt quelqu'un qui frappe la balle malgré tout au tennis. Voilà. Fred, foot, tennis, mais aussi golf. Ouais. Vous êtes licencié à l'Hirondelle, à Angoulême. Handicap 4, pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Il paraît que le golf est une des drogues les plus dures qui soit, vous confirmez? Ah, complètement. Je dis souvent à des gens qui connaissent pas le golf ou qui disent ouais, je sais pas, je dis le problème c'est que si tu y goûtes, t'es mort. Ouais. Et ça c'est vrai, parce que c'est vraiment un sport très addictif. Je pense que l'image du golf est pas la bonne, mais elle est en train de se démocratiser malgré tout. Je pense que les gens pensent que c'est un sport de... Alors déjà, ils ont du mal avec le mot sport. Alors moi, pour être un sportif, je dis forcément que c'est un sport pour ceux qui s'y mettent vraiment, parce que mine de rien, c'est un des seuls sports où on fait plus de chemin que la balle, déjà. Et puis on marche beaucoup. Et puis émotionnellement, physiologiquement et mentalement, c'est un sport hyper épuisant. Ouais. Hyper épuisant. À la fin d'un parcours de 18 trous, on est content de le finir, on est content de rentrer chez soi. Alors oui, c'est pas la même fatigue qu'un mec qui vient de courir le marathon, c'est pas la même fatigue qu'après un match de foot, mais il y a une vraie fatigue. Voilà. Et physiquement, ça demande quand même certaines aptitudes pour pouvoir finir un parcours correctement et d'être bon, juste parce qu'un coup raté peut tout tuer. Ouais. Hein. On peut être très bon pendant 17 trous et à l'avant-dernier coup, on la met dans le sapin, la partie, elle est morte. Hein. Mentalement, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est vraiment un sport et c'est une passion. C'est Nicolas Baster qui m'a fait découvrir ce sport-là. Et je le remercie. Ma femme, un peu moins, je pense. Mais je le remercie parce que c'est un sport où on est vraiment livré à soi-même. Et c'est un sport qui demande beaucoup de réflexion. C'est une telle passion, Fred, que vous avez même créé une chaîne YouTube baptisée Petit Fred Golf. Avec des vlogs. Alors, j'ai découvert cette semaine ce que c'était. On va regarder un extrait. Ouais. Allez, c'est parti. Trou numéro 1. Par 4 de 315 mètres. Tout droit, il y a des bunkers qui attendent un petit peu sur la droite. Bon, mais c'était pas ma meilleure mise en jeu. J'ai touché à l'arbre, je suis revenu un peu milieu de fairway. Alors Fred, c'est quoi le principe du vlog ? Alors le vlog, le principe, c'est de se filmer. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la vidéo qu'on vient de voir, je suis au départ du trou, j'explique le trou et je dis ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire, enfin ce que j'aimerais faire. Donc j'explique le trou, les difficultés du trou, là où je veux mettre ma balle, comment je vais faire. C'est-à-dire que j'explique mon coup avant de le faire et ensuite je le fais et je détaille le coup que j'ai fait, est-ce que je l'ai bien réussi par ici. Bon là celle-ci elle est un peu partie dans les bois, mais elle était quand même en jeu. Mais le but c'est une du sorte vlog, de travaux pratiques en fin de compte. Exactement, c'est-à-dire qu'avant chaque coup, je vais expliquer la difficulté, à quelle distance je suis, où est-ce que le drapeau est situé par rapport sur le green, parce que forcément ça a une importance par rapport au coup que je vais faire. Mais à quoi ça sert et à qui ça s'adresse ? Mais ça s'adresse alors il y a beaucoup de personnes qui font c'est ce qui démocratise aussi le golf. Il y a beaucoup de personnes qui ont des chaînes YouTube de golf.
Alors moi j'ai fait ça dans le but de faire découvrir les golfs du coin à d'autres golfeurs, parce qu'il faut savoir que les golfeurs sont passionnés et quand ils vont dans d'autres clubs, dans d'autres endroits, ils vont jouer au golf dans les endroits. Et ça permet de faire découvrir le golf d'Angoulême. Je l'ai fait aussi pour le golf de la Presse qui est à côté de Montbron. Je l'ai aussi fait pour le golf de Cognac. Les 3-18 trous de Charente. Le but, c'est de faire découvrir les golfs. Et quand il y a des golfeurs qui se déplacent, eh ben, ils savent qu'il y a un golf à Angoulême, un golf à la Presse et un golf à Cognac. Et ça permet de donner un peu de visibilité aussi au golf. Alors, il y a certains golfs qui sont beaucoup plus réceptifs à ces choses-là que d'autres. Mais voilà, ça permet de donner une visibilité au golf et ça permet aussi de faire découvrir. Moi, ça m'arrive quand je vais jouer d'autres parcours, de regarder un YouTuber qui l'a filmé pour le connaître un petit peu, parce que c'est toujours bien de connaître un golf qu'on va jouer. Ça nous évite de nous perdre un petit peu et de ne pas savoir exactement les axes de jeu et autres. Voilà. Merci. On va passer à question pour un Charentais. En l'absence de Vincent, c'est Nicolas qui s'y colle. Nicolas. Oui, alors j'ai pas les talents d'imitateur de Vincent, donc on va la faire soft. Hein. Mais bon, c'est le principe à la Julien Lepers de question pour un champion. Bien. Donc la première question, c'est une question foot, Frédéric. J'ai disputé 3 Coupes du Monde. J'ai été sacré meilleur buteur des JO de Montréal en 1976. Je suis arrivé en France à 30 ans où j'ai marqué 100 buts. André Zermatt. Parfait. Je peux pas ne pas le dire. Ça a été mon coach et c'est. Voilà. Et à parté, ça a été quelqu'un d'une humilité incroyable. Moi, j'ai fait des routes avec lui jusqu'à Aurillac. Quand il me racontait sa carrière, je m'enfonçais dans mon siège tellement il raconte ça, mais parce que je lui posais la question. C'est quelqu'un d'une humilité incroyable. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Ouais, un des plus grands footballeurs de l'histoire. Et qui vit toujours. Et qui vit toujours à Puy-Moyen. À Puy-Moyen, ici. À qui je passe le bonjour. Voilà. Alors, on passe au tennis maintenant. J'ai remporté l'Open d'Australie et Wimbledon. J'ai été numéro 1 mondial. J'ai ensuite coaché Andy Murray et Lucas Pouille. J'ai aussi été capitaine de l'équipe de France et de Fed Cup. Je suis actuellement directrice de Roland. Bien joué. 2 sur 2. 2 sur 2. Amélie Mauresmo. On passe au golf, la troisième passion. Je suis un trophée créé en 1927, dont la compétition se déroule tous les 2 ans. La Ryder Cup. Ouais. Qui arrive bientôt, je crois. J'ai eu le temps de faire 2. Il y en avait 6. Mais je crois qu'il y a une question pour un champion, une question de timing aussi. Vrai, donc vrai. je prends la main. J'ai marqué 4 points à chaque fois, je crois. Alors on va essayer, 3 sur 3, là. On va essayer le 4 à la suite avec à nouveau une question foot. Je suis né en 1983 à Cognac. J'ai été 2 fois champion de France et j'ai remporté une Coupe de France. Je compte 16 sélections en équipe de France. J'ai vendu tous mes peignes sur le Bon Coin et je suis aujourd'hui consultant sur Canal+. Monsieur Jaja, Christophe Jallet. Voilà, bien joué Fred. 4 sur 4. Félicitations. Merci. Christophe Jallet qui est alors que je connais pas personnellement, mais qui est un très bon ami à moi, qui a joué à Cognac avec moi, qui s'appelle Camille Debier. Et j'avais beaucoup d'infos par rapport à lui et quelqu'un qui est lui aussi d'une humilité quand même assez impressionnante. Et qui est consultant pour Canal+. Et qui est un très bon consultant d'ailleurs. Voilà. Merci Fred, merci Nicolas. Avec plaisir. On enchaîne avec l'événement jingle. Nous avons choisi cette semaine de mettre en valeur la journée départementale des écoles de tennis qui se déroule samedi matin sur 8 sites charentais. Donc un rendez-vous annuel auquel Charente Libre est associée. On est allé rendre visite cette semaine à Cyril Berland, président du comité départemental de tennis, pour évoquer le sujet avec lui. On regarde la vidéo. Bonjour Cyril. Bonjour Eric. Samedi matin a lieu la traditionnelle journée des écoles de tennis organisée par le comité départemental de la Charente. En quoi est-ce que ça consiste ? Écoute, ça fait donc la 13e édition, donc ce samedi 25 mars. En fait, l'ensemble des écoles de tennis se rassemblent sur 8 secteurs. Et sur ces 8 secteurs, il y a les différentes écoles de tennis des différents clubs des secteurs. Donc on rassemble à peu près 40 écoles de tennis sur une cinquantaine en Charente. À date, on a à peu près 550 enfants inscrits sur cette journée, en partenariat bien entendu avec la Charente Libre et le conseil départemental, ou autour de jeux ludiques, autour du tennis, de jeux de course, etc. L'ensemble des enfants vont participer à cet événement et essayer de se classer et d'être la première équipe de leur secteur, et on les récompensera par un voyage sur une compétition internationale ou régionale. Bon, magnifique. Ça lance vraiment la saison printanière. Le tennis, on sait que c'est un sport d'extérieur quand même en priorité. Quels sont les principaux rendez-vous justement du printemps en Charente ? Alors déjà, on a notre championnat
de printemps, Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui attaque là très prochainement pour les divisions les plus élevées. Interclub, tout à fait, donc par équipe, avec une première phase où on regroupe les divisions les plus hautes, et puis ensuite on aura une division plus départementale qui ira jusqu'au mois de juin à peu près. Voilà. Autrement, au niveau du comité, ça va être riche. On a nos finales départementales individuelles jeunes qui vont avoir lieu sur les cours du TCMA le week-end du 15 avril. Oui, en partenariat avec la Charente Libre. Exactement, renouvelé très récemment. Ensuite, on va organiser une finale d'Olympiade de préparation physique. C'est une nouvelle opération qu'on a mis cette année en œuvre au niveau départemental qui aura lieu le 11 juin sur les cours du Petit Fresquet cette fois. Voilà. Et puis on va enchaîner effectivement l'ensemble de nos remises de récompenses et puis la grosse saison des tournois d'été pour l'ensemble des clubs, où on a à peu près 200 tournois qui vont s'organiser sur cette période qui va aller jusqu'à septembre à peu près. Donc on va jouer au tennis sur tous les cours de Charente pendant les mois qui viennent. Oui. Et en dehors de ça, le tennis charentais se porte plutôt bien et puis il y a beaucoup de projets en cours, je crois. Voilà, on a beaucoup de projets en cours, à la fois déjà au niveau des licenciés, ça se porte plutôt très bien. On était l'année dernière en augmentation d'à peu près 12%. Ouais, c'est énorme, hein. Cette année, on est en augmentation à peu près 5%, donc ça continue à progresser. Les gens ont envie de jouer au tennis, c'est un sport qui plaît énormément. Et en fait, effectivement, on va avoir toute cette plutôt remise en question du tennis à travers le beach tennis, des projets padel qui arrivent dans les clubs. Aujourd'hui, on a 2 structures habilitées en Charente, mais on va avoir du padel qui va arriver dans les clubs. Et puis on a un gros projet au niveau du comité départemental, les cours qui sont derrière nous, les cours couverts, où on va, d'ici un an et demi, complètement revoir la surface à l'intérieur, les rendre beaucoup plus jouables en tout temps. Voilà, c'est vraiment des très gros projets qu'on a avec le comité de direction de la Charente. Bon, bah, y a du boulot, ça bosse, alors au travail, et merci Cyril. Au revoir. Merci Eric, au revoir. Et on enchaîne tout de suite avec l'équipe du week-end, jingle. Thierry, quelles sont les stars charentaises du week-end? Alors là, on les voit à l'écran, c'est dans un 3-5-2 assez offensif, hein, selon son créateur Christian Herlin. Honneur au buteur cette semaine, parce qu'on a eu 2 quadruplés quand même, c'est rare. Alors on doit le premier à Mehdi Bruimo, qui a marqué les 4 buts de son équipe avec Mornac dans la victoire contre Sireuil 4-2. C'était en D2. Et l'autre, c'était en D2 aussi, c'est Nathan Ferreira, le goléador de Charente-Limousine, qui a marqué donc 4 buts sur les 6 de son équipe, qui s'est imposé 6-2 contre la Roche-Rivière. Petit clin d'œil à Fred Clément. Il y a un joueur de son équipe, de Moutier, donc Nathan Gerdil, 17 ans seulement, qui fait partie de cette équipe. Vous validez l'étoile ? Oui, je le valide. Alors, il faut savoir que c'est les coachs qui donnent. Et Roulet avait mis un petit peu de temps à donner le nom. Donc, du coup, Christian m'avait sollicité pour savoir si je pouvais donner quelqu'un. Et je n'avais pas donné Nathan. Alors, Nathan a fait un très bon match, mais j'avais donné un autre joueur. Mais oui, Nathan, c'est le plus jeune joueur de notre équipe. Hein, il n'a toujours pas 18 ans. Et je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'il apparaît déjà dans l'équipe. Donc, un garçon qui a été formé à Moutier, qui est parti à la CFC faire ses classes de jeunes, qui est revenu chez nous. C'est un gamin comme on aime avoir dans une équipe. Voilà. Ils en parlent les joueurs un petit peu de ce classement des étoiles On se félicite dans le petit groupe. Voilà, on se félicite. Mais après, moi, je suis pas très fan des distinctions individuelles dans un sport collectif. Donc, je trouve l'idée très bonne. Mais je préfère mettre en avant une équipe que de mettre en avant un joueur, même s'il y a toujours des joueurs mais s'il a été bon, c'est parce qu'à côté de lui, les joueurs ont été bons aussi. Donc, je suis plutôt dans un aspect collectif qu'un aspect individuel. Évidemment. Bon. Classement général, Guillaume Licouane de Montbron, il fait toujours la course en tête avec 8 étoiles, devant Mohamed Kanté de Saint-Brice qui en a 7. Allez, c'est l'heure de l'incontournable instant rematch de Charente Libre avec notre partenaire Stadium La Couronne et la fameuse palette. Jingle. À l'honneur aujourd'hui, Grande Champagne, l'équipe réserve en D4 départementale, qui a inscrit 4 buts face à Saint-Aulé-Chalignac. On regarde le but sélectionné.
Nicolas, l'analyse, Nicolas qui a le redoutable honneur de manier la palette en l'absence de Kevin. Ouais, la palette à kéké, la fameuse. Donc tout démarre, on va le voir, avec une touche qui est rapidement jouée. Et du coup, stop, Johan, s'il te plaît, on voit que le défenseur, un peu passif, c'est le moins qu'on puisse dire, il est déjà à 2 contre 1, donc le numéro 10 l'a vu, il va transmettre à son ailier, on peut redémarrer. Et là, un centre très vicieux, compliqué à gérer, du coup le gardien sort à sa rencontre et dégage ce qu'il faut absolument jamais faire dans l'axe. Et là, on voit le numéro 8, il a tout vu déjà, plat du pied sécurité. Ça rentre, petit filet, il est un peu chanceux à l'arrivée, mais c'est un beau but. Et un gardien en survêtement, Nicolas, vous validez, vous l'ancien gardien? Moi j'étais fan des survêtements, je ne jouais jamais en short, sinon vous avez tous les dimanches des pizzas sur les pistes. Donc je suis fan du gardien en survêtement. Bon, le lauréat de cette semaine est Grégory Gilardo de Grande Champagne, qui gagne donc un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Merci Nicolas, on termine avec l'agenda du week-end. Jingle. Beaucoup de choses ce week-end au programme, à commencer par le SA15, donc qui lance le week-end vendredi 19h30 à Aurillac en Pro D2. Tout le détail en articles et vidéos sur le site de Charente Libre. Vous avez à l'écran tous les rendez-vous du week-end. Nous, on va plutôt s'attarder sur 2 événements qu'on a souhaité mettre en valeur. Et on commence avec l'ACFC, Thierry, qui tourne à plein régime. Ouais, l'ACFC qui vit sans doute la période la plus faste de sa saison, avec 6 matchs sans défaite, au point de se retrouver 4e et de recevoir le 5e samedi soir, donc la réserve professionnelle d'Angers. Donc un sacré duel. Au match aller, Angoulême avait gagné. On imagine que David Jiquel validerait un même scénario. On lui a demandé quelle était la force de l'adversaire. On l'écoute. C'est une équipe qui a des joueurs individuellement qui sont susceptibles d'aller en pro, qui sont pour certains d'entre eux déjà allés en Ligue 1. Donc il y a une grosse qualité technique individuelle. Ils ont une attaque qui est capable d'éliminer à elle seule n'importe quelle défense. La preuve, ils sont quand même allés gagner 4-3 aux Herbiers, ils sont allés gagner 2-1 à Bergerac. Fred, Angoulême, c'est forcément votre club de cœur. Vous y avez passé de nombreuses années. Vous suivez un petit peu toujours la CFC? Oui, je suis de loin, de près, ça dépend. Je suis allé les voir pour la première fois il y a 15 jours contre les Herbiers. Je n'avais pas été les voir depuis le début de l'année. Je crois que même l'année dernière, je n'étais pas allé les voir. J'ai vu une équipe athlétique. Alors le match a été un peu faussé parce qu'ils ont pris un rouge très tôt dans le match. Donc je pense que ça a changé un peu la stratégie de l'équipe. Mais j'ai vu une équipe très solide défensivement. Comme j'en discute avec d'autres, je pense que cette équipe-là ne va pas prendre beaucoup de buts jusqu'à la fin de saison. Après, j'ai le sentiment qu'elles n'ont pas forcément offensivement peut-être beaucoup d'armes. J'ai trouvé, sur ce match-là en tout cas, même si j'ai vu des rentrées de joueurs qui étaient plutôt très intéressantes sur ce match-là, mais cette solidité défensive va les aider pour cette fin de saison, parce qu'on sait très bien qu'une équipe qui défend bien est généralement une équipe qui remporte des matchs et qui va prendre des points. Donc, mais je suis content pour eux, c'est bien, parce que je trouve qu'Angoulême fait quand même des choses très intéressantes. Et j'ai encore vu hier le projet qu'ils ont mis en place. Je trouve que voilà, chapeau à M. Trio pour ce qu'il fait pour le club, parce qu'en tout cas, on ne pourra pas lui enlever le fait de s'investir pleinement dans ce club-là et de faire des choses très intéressantes. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont très bien et très impliquées dans le club, très passionnées. Je prends l'exemple de Pierre-Emmanuel Allard, malgré son jeune âge. Moi, je discute avec lui. Je suis fan de son investissement pour le club et de ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est bien et je leur souhaite plein de bonnes choses et de réussir tous les projets qu'ils veulent mettre en place. Il y a toujours de la place à côté du rugby pour le foot à Angoulême, qui reste aussi une ville de foot. Toujours. Ça a toujours été. Après, moi, j'ai connu toujours quand le rugby allait bien, le foot allait moins bien. Quand le foot allait bien, le rugby allait moins bien. Là, je trouve que les deux vont plutôt pas mal. Tant mieux, parce que je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et puis, c'est bien pour la ville d'Angoulême, donc que ça dure le plus longtemps possible. Complètement. Il y a autre chose qui marche bien, c'est le hand à La Rochefoucauld. Nico, avec les Tech, 2e de son championnat, qui va jouer un match crucial le samedi à Bruges, en banlieue bordelaise. Ouais, c'est l'heure de vérité pour les Tech, quasiment, qui se déplacent chez le leader Bordeaux-Bruges-Lormont, une réserve pro qui avait châtié les Tech à l'aller, 41-29. Les deux équipes sont à 2 défaites seulement dans ce championnat, mais les Tech à 3 points de retard parce qu'ils ont 3 matchs nuls. Et il faut quasiment gagner, sinon, on rappelle, il n'y a qu'une montée en National 1 de masculine, donc il faut quasiment gagner ce week-end en Gironde, sinon ce sera quasiment plié pour la montée.
Bon, ben, on souhaite bonne chance aux joueurs de l'ETEC, ouais, Frédéric. Le hand est mon premier sport. Ah. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 14 ans. En même temps que le foot, parce que je suis natif de La Rochefoucauld. Oui. Et j'ai joué au hand pendant une belle partie. Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'étais gardien de but au hand. C'est quelque chose que j'ai adoré. J'y retournerai pas maintenant. Mais voilà, c'est un sport et j'ai beaucoup de familles qui étaient aussi dans le hand. Donc, et à La Rochefoucauld. J'y suis allé il n'y a pas longtemps en plus là-bas, parce que j'ai ma fille qui fait partie d'un groupe de Pop Home Girl, qui a créé un groupe de Pop Home Girl. Et qui a animé aussi déjà 2 matchs de l'ETEC avec son équipe de Pop Home Girl. Donc voilà. Il y a un sport où vous n'êtes pas ouais, il y en a. Natation synchronisée, j'ai vu. Twirling bâton peut-être. Attention, parce que ma femme a fait du twirling bâton. Non, mais après, la natation, c'est pas pour moi. Mais bon, là, tout ce qui est sport de balle, de ballon, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt des trucs qui me plaisent. Bon, ben merci Frédéric. Merci à vous, c'était très gentil. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Nicolas, merci Thierry, merci à Johan et Julien, à Virginie en coulisses. Merci aux membres de l'association des lecteurs de Charente Libre qui sont venus assister à cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment. Il y a une corbeille à la sortie du studio. Vous pouvez faire vos en liquide pour le service des sports. On vous remercie. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.